effectivement. Alors en plein avant air. de parler de ce festival, on va faire une petite bio express de Stéphane. Évidemment, il est parti en 2005 de Paris pour arriver à Cotignac. Il a quitté Canal+ et la magie de la télévision pour venir à Cotignac. C'est quoi ce coup de cœur pour cette ville? C'est un coup de cœur pour le festival de cinéma d'une part, mais c'est surtout un coup de cœur pour le village. Et j'ai eu envie de venir vivre ici en Provence Verte. Et c'est un village absolument splendide. Et j'espère que beaucoup de téléspectateurs découvriront ce village grâce au festival. D'accord, le décor du village était plus beau que celui de Canal+. C'était autre chose, mais en tout cas, au pied de ce rocher, on pouvait vraiment imaginer un très très beau festival de cinéma en plein air. Et Alors faites-nous rêver donnait justement, racontez-nous ce décor dans lequel vous implantez le festival. Alors c'est un très très beau théâtre et grâce à la municipalité de Cotignac, c'est un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Rocher. Il est au pied de ce rocher, grand rocher de tuf de 400 mètres de long sur 80 mètres de hauteur. Et c'est un très très beau théâtre. Et grâce à ce lieu magique, en plein air, on peut organiser ce festival qui a lieu mi-juillet, mi-août et qui est composé de premières parties. Alors voilà, il y a une programmation thématique avec une première partie super originale. C'est-à-dire qu'on a voulu effectivement proposer des soirées thématiques complètes et en attendant la nuit, puisque pour le cinéma, il faut attendre la nuit. Rappelons que nous sommes en été. Parce voilà, tout à fait, et en plein air. C'est bien agréable. Et donc, on a eu envie avec Luc Benito, qui est mon associé dans l'aventure, de proposer des premières parties, surtout avec des tremplins d'artistes locaux et bien sûr venant d'ailleurs, mais essentiellement locaux dans un premier temps, qui sont au niveau de la musique, au niveau du spectacle vivant, et de venir accompagner en écho, en thématique par rapport à la programmation du film, la soirée. Donc c'était vraiment d'essayer d'introduire comme cela des artistes locaux en première partie sur un concert qui dure à peu près 1 heure. Alors dans ce décor grandiose, vous avez eu l'idée fantastique de projeter des films grandioses cet été en ouverture du festival. Vous aviez 2001 Odyssée de l'espace. Quel bonheur de voir ça dans ce décor. Oui, c'était une audace. C'est courageux. Oui, on avait même composé un monolithe sur scène et il y avait toute une exposition thématique autour du film avec tout un parcours avec un parcours initiatique. Il y va. Oui, tout à fait. Non, mais le but c'est effectivement de rêver à chaque fois de films que l'on a aimés et qui pourraient redonner une autre dimension du cinéma dans ce lieu-là, sur un grand écran, en plein air, et de redécouvrir vraiment tous ensemble, en convivialité, ce type de film. Alors ce qui est important de dire, parce qu'on parlait de 2001 Odyssée de l'espace, la programmation est quand même très éclectique. Elle est très très variée. Et le but c'est quoi? C'est de toucher tous les publics? Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi des valeurs auxquelles on tient, c'est-à-dire de donner ce festival accessible à tous les publics. Donc il y a des soirées jeunes publics avec des films d'animation, il y a des soirées d'avant-première où on découvre des premiers films, ou des soirées vraiment consacrées à des metteurs en scène ou des réalisateurs déjà assez chevronnés. Et donc et puis des films de répertoire, parce qu'on a aussi très envie de revisiter un cinéma important. Et chaque année, la spécificité, on programme ce qu'on appelle un ciné-concert, c'est-à-dire qu'on a toujours une programmation d'un soir où on choisit des films muets de patrimoine, accompagnés musicalement par des musiciens qui crée une bande-son particulière sur ces films et c'est aussi une autre forme de cinéma auquel on tient énormément. Alors vous pourriez nous donner un petit goût de 2012 là, de ce qui va nous arriver? Là c'est beaucoup trop tôt. On ne peut pas avoir de scoop, on essaie. Non, c'est beaucoup trop tôt. Parce que vous nous disiez que dès le mois d'avril, le public vous réclame la programmation de l'été. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment connaître déjà quels seront les invités, quels sont les temps forts du festival. Et il faut comprendre que c'est un festival qui s'articule aussi avec des films qui vont sortir à la rentrée. Donc il faut attendre effectivement d'autres rendez-vous pour faire un vrai choix de programmation et trouver l'équilibre et en tout cas la meilleure programmation possible. 10 films au cœur de l'été, c'est à Cotignac à découvrir pour ce festival qui nous tarde d'aller voir. Tout à fait. Rendez-vous j'espère l'été prochain. Cet été, en t-shirt. Oui, avec des glaces et du champagne. Et en tongue, le rêve. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Merci Stéphane, à très bientôt. On va maintenant parler d'un tout autre sujet, mais on est très heureux de l'aborder. C'est un sujet important, on aime parler de ces sujets parce que voilà, on a des personnes fantastiques pour nous en parler aujourd'hui. C'est Gloria Laxer qui va nous parler d'autisme. Tout à fait, merci d'être avec nous Gloria, bonjour. Vous êtes la directrice de recherche éducation des personnes handicapées. Alors déjà, première question, pourquoi on parle d'autisme à Barjol? Eh bien, parce que sous l'impulsion d'un certain nombre de familles dont faisait partie Jean Vautrin, s'est créée une association et se sont créés 2 centres, un à Barjol et un à Taverne, qui accueillent des adultes handicapés. Alors les centres, donc c'est Autisme Solidarité, c'est ça, c'est une association en fait. Il y a une association qui s'appelle Autisme Solidarité qui accueille chaque semaine des enfants et des adultes pour des activités d'évaluation, de bilan et d'accompagnement éducatif. Je crois qu'avant d'aller plus loin, il nous faut une définition.
Hein. Ah, peut-être. Oui, bah oui, parce que l'autisme, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Oui, puis surtout, on a des images un peu archétypales de ce handicap. Alors, quelle définition on pourrait donner de l'autisme? L'autisme, c'est un handicap neurodéveloppemental qui affecte un grand nombre d'enfants, puisque un enfant, auparavant on disait qu'il y avait 4 à 5 autistes pour 10 000 naissances, et qu'actuellement on est à 100 à 150 pour 10 000 naissances. Donc il y a un grand nombre d'enfants autistes qui affectent à la fois la communication. Ces enfants ont des problèmes de communication, des problèmes de socialisation, des troubles des apprentissages, des problèmes moteurs, et il faut les aider. Et alors, ce qui est très important pour vous, et c'est un de vos chevaux de bataille, c'est de ce dépistage précoce. C'est fondamental. Il faut un diagnostic précoce, aussi précoce que possible, et un dépistage et un accompagnement précoce avec toutes les rééducations sur le plan de la communication, du langage, de la motricité. Tout ce qui doit être fait très tôt pour éviter de surhandicaper l'enfant autiste. Le surhandicap, c'est le principal fléau de ce handicap, effectivement, en sachant qu'on a des moyens aujourd'hui de corriger quelques Depuis 2005, problèmes. on a une loi fondamentale sur le handicap. Sur le handicap, qui a modifié complètement, je dirais, la politique vis-à-vis des handicapés, puisque il y a le droit à la scolarisation, il y a le droit au diagnostic, au partenariat pour les familles dans le parcours de l'enfant handicapé, et avec, je dirais, une dynamique qui s'est mise et une politique très dynamique vis-à-vis des personnes autistes. La politique vis-à-vis des autistes s'est développée à partir de 2005. D'accord, alors justement, ça c'est une loi, c'est important, on essaie d'améliorer les choses. Je lisais quelque chose d'intéressant, c'est que du coup l'autisme c'est un sujet difficile face à cette maladie, face à ce handicap. C'est toute notre humanité qui est remise en question, et justement on doit se tendre vers cette problématique. Comment les gens changent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un autre regard qui se fait sur ces handicaps? Je pense qu'il y a un autre regard qui est porté parce qu'on en parle. L'autisme est une grande cause nationale, et la grande cause nationale 2012, c'est-à-dire qu'on va en parler tout au long de l'année, qu'il y a beaucoup, je dirais beaucoup de parents qui se sont mobilisés, beaucoup d'associations, qu'il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui s'intéressent à l'autisme, aussi bien en France qu'à l'étranger, et que aussi bien sur le plan de la génétique, que de la neurologie, que du métabolisme, tout est interrogé. Actuellement, l'autisme est un handicap définitif, mais je pense que dans les années à venir, on fera des découvertes qui permettront encore de mieux aider les enfants et les personnes autistes. Un handicap définitif, mais quand même, un de vos combats aussi, c'est d'autonomiser ces personnes autistes. Tout à fait. Plus on aide, plus on leur donne, je dirais, il ne s'agit pas d'infantiliser la personne handicapée ni la personne autiste. Plus on les met dans la vie réelle, plus ils sont dans une vie ordinaire comme celle de Barjol. Ce qui est essentiel, un village comme Barjol, ça permet de se déplacer, d'aller faire les courses, tout le monde les connaît, ils vont au bar, ils vont boire un coup, ils vont chez le boulanger, ils sont connus, ils sont acceptés. Et ça, c'est fondamental. C'est le regard des autres qui permet de les intégrer, de les inclure dans la vie de tous les jours. Très bien, j'espère qu'on aura aidé un peu à ça dans le Trésor avec vous, c'est de faciliter tout ça et d'apprendre un peu plus. Merci Gloria. On va parler des événements qui se déroulent maintenant à Barjol. Il se passe beaucoup de choses. Plein de choses. C'est l'heure de l'agenda, signé Isabelle Roche. On commence avec une plongée dans le passé et les métiers d'autrefois avec le 14e salon de l'outil ancien et du vieil objet domestique. De quoi dénicher des pièces rares et originales à tous les prix auprès des nombreux collectionneurs présents sur place. Ça se passe ce week-end à Brignoles. Les 21 et 22 janvier prochains, ne manquez pas la fameuse fête de la Saint-Marcel et des tripettes de Barjol. Pendant tout un week-end, on commémore l'arrivée dans le village des reliques du saint protecteur de la cité. Au programme, bénédiction du bœuf, danse des tripettes, messe, farandole et feu de joie. Le musée, espace de liberté ou prison pour dingue, c'est la question que pose la pièce de Jean-Michel Ribes, Musée haut, musée bas. Humour grinçant, douce folie et personnages loufoques sont à découvrir le samedi 21 janvier à Néoul. Valeur montante de la chanson française, Cyril Mokayesh sera en concert à Brignoles le samedi 28 janvier à 21 h. Des textes forts et l'album Du Rouge et des Passions à écouter sans plus tarder.
Le lendemain, le dimanche 29 janvier, rendez-vous à Sainte-Anastasie-sur-Issole pour aligner quignes et carton plein. C'est un loto et c'est au profit du Secours populaire à partir de 14 h. Ce même dimanche, une joyeuse troupe de vignerons vous attend à Saint-Maximin pour fêter la Saint-Vincent au Couvent Royal. À découvrir les nouvelles cuvées de rosé blanc et rouge ainsi que de nombreux artisans locaux. L'année dernière, vous étiez plus de 6000 à avoir fait le déplacement. Nadia, mais je l'ai perdue, je sais pas où elle est. Ah, elle m'avait promis une surprise. Bon, on va la retrouver alors. Nadia, vous êtes où? Écoutez Hervé, je vous avais promis une surprise. Et bien regardez, je suis dans un atelier de mode, plus exactement un showroom. Et je suis accompagnée d'Alice. Bonjour. Bonjour Nadia. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes créatrice de mode depuis 12 ans. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours? Alors moi j'ai fait d'abord S-Mode International, qui est une grande école de stylisme modélisme. Après j'ai continué chez une créatrice qui s'appelle Catherine Varnier sur Paris. Et puis après j'ai atterri ici et j'ai monté ma petite société il y a maintenant à peu près 5 ans. Voilà. Alors vous proposez, on le voit, des robes de mariée, des robes de soirée. Qu'est-ce qui vous inspire? Manifestement c'est le glamour. On voit des bustiers, des perles, des broderies, des dentelles. Oui, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les formes assez épurées avec des ambiances un petit peu sirènes comme joli, ça. Ouais. C'est vrai que j'ai une prédilection pour tout ce qui est corset, donc ça peut se décliner en bustier ou en corset comme ça très baleiné, ou alors une inspiration lingerie avec des transparences. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui a été une véritable révélation pour moi quand j'étais à l'école, et c'est vrai que des gens comme Jean-Paul Gaultier ou voilà, c'est vraiment voilà, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Et c'est vrai que même sur une robe comme celle-ci, par exemple, qui est complètement drapée, on n'imagine pas, mais il y a toute une structure qui est balénée à l'intérieur pour justement qu'elle puisse tenir la poitrine et que la mariée puisse se sentir tout à fait à l'aise et sans pour autant que ça se voit. Donc, alors moi j'ai la chance d'en porter un aussi, qui est très très joli avec de la dentelle. L'idée c'est quoi? C'est vraiment de s'adapter aux clientes, c'est ça? Alors c'est vrai que moi, le bonheur dans mon métier, c'est vraiment d'avoir une relation très privilégiée avec ma cliente. Donc la cliente arrive souvent avec des idées un petit peu éparses. Elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas, plus que ce qu'elle ne veut. Ah, et elle a une idée du volume, elle a des idées. Et moi, mon rôle, c'est de synthétiser un petit peu tout ça et qu'on arrive à créer une alchimie entre la morphologie, parce qu'il n'y a pas que la morphologie, mais aussi la personnalité, que ça corresponde à l'ambiance du mariage, si c'est un mariage très sophistiqué, tout ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de tendance de robe, on va dire. C'est plus vraiment l'alchimie, c'est la robe qui fait la femme, vraiment. Et donc il y a également pas mal dans ma clientèle, pas mal de remariages. Donc c'est vrai que c'est pour ça que au niveau des formes, j'ai aussi des choses. Ça, c'est une robe de mariée, par exemple, d'une jeune femme qui a eu un bébé. Ou ça, c'est des tenues comme ça qui sont presque plus dans des formats de robes de soirée finalement. Ou alors, évidemment, la vraie robe de princesse. Ouais. Voilà, la vraie robe de princesse. Il y a quand même ce rêve de petite fille qui revient parfois. Oui, complètement. Oui. Ça, c'est vrai que c'est très joli aussi. Alors, ça permet finalement plus de liberté, non? Alors c'est vrai en couleur. C'est vrai que moi j'ai remarqué que les clientes se permettent pas mal de liberté. Cette robe-là, je l'ai déjà faite en noir et blanc. C'est pas même pour des premiers mariages. C'est vrai que la couleur, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est assez bien rentré dans les mœurs finalement. Oui. Pourquoi un jour on pousse la porte d'un atelier, on décide de s'offrir une robe de créatrice? Parce que dans les magasins on trouve pas ce qu'on veut. Alors c'est vrai que souvent les clientes que j'ai, il y a un petit bout d'une robe qu'elles affectionnent dans un modèle, il y a un petit détail, mais elles n'arrivent pas à vraiment avoir exactement ce qu'elles veulent. Et c'est vrai que ce qui est fabuleux avec le sur-mesure, c'est qu'il y a vraiment, et puis ça les met aussi en sécurité. C'est-à-dire que moi, avant de toucher le vrai tissu, puisque j'utilise énormément de tissus nobles, même là, les réincrustations de perles, c'est des Swarovski, les dentelles, c'est des dentelles de chez Solsi. Solsi, c'est vraiment les très célèbres dentelles des défilés haute couture. Donc avant de toucher à la matière noble, moi je fais une toile. Donc elle maîtrise tout, elle maîtrise son décolleté, elle maîtrise le volume de la robe, elle maîtrise tout. Et ça c'est vrai que c'est assez appréciable. Donc ça leur permet de gérer les choses de manière très sereine. Voilà. Alors nous on veut un scoop dans le trésor avec vous.
à quoi va ressembler la mariée 2012? Alors le scoop, je vais beaucoup vous décevoir, mais c'est vrai que j'ai autant de mariées, j'ai autant de robes de mariée que de clientes différentes. Alors c'est vrai qu'il y a toujours l'esprit avec de ce côté très vaporeux du tulle, mais il y a aussi des robes dans cet esprit-là. Avec la traîne qui a manifestement de beaux jours devant elle, c'est ça? Voilà. Alors la traîne, oui. Alors la traîne, elle a toujours de beaux jours. Oui, il y a toujours de beaux. Oui, parce que finalement, même au départ, elles me disent non, je veux pas de traîne, je veux pas être embêtée pour la soirée. Finalement... Et puis comme on a plein de petites astuces pour le remonter pour la soirée, finalement, elles se laissent tenter parce que c'est vrai que pour la cérémonie religieuse ou même pour une cérémonie civile, pour les photos, même pour la silhouette, le plongeant, tout ça, c'est toujours plus joli. Voilà, c'est plus joli. Donc finalement, la traîne a quand même encore des beaux jours devant elle. Ouais. Et le mariage aussi d'ailleurs. Le mariage aussi, c'est un mot positif, c'est bien. Oui. Écoutez, absolument. Merci beaucoup Alice. Merci. Hervé, je vais rester avec Alice, j'ai encore 2-3 petites choses à caler. Je vous dis à tout à l'heure. Ce modèle, on peut le faire en soie sauvage? Alors absolument, par contre, ça, il faudrait prendre les mesures. Oui, parce qu'en rouge peut-être, je sais pas. En rouge. Ça serait pas mal, j'aime beaucoup. 2-3 petites choses à caler, mais Nadia préparerait-elle un mariage et le sien peut-être? La suite dans nos prochains épisodes. Elle va revenir très vite, Nadia, tout simplement parce que nous allons passer à notre rubrique shopping et ça, je sais qu'elle adore ça. Nadia, alors, vous avez une révélation à nous faire? Non, pas du tout. Ah non? Non, tant pis, dommage. Non, vous êtes déçus, mais c'est comme ça. Je croyais que vous prépariez votre robe. Pas du tout. Non, en tout cas, c'était très joli, j'ai craqué. Surtout... Alors, il y a plein de choses ici dans le coin. Bah oui, c'est la rubrique shopping. On adore ça, nous. Exactement. Alors je vous présente déjà. Vous avez reconnu, qu'est-ce que c'est? C'est un échiquier. Bien, très bien. C'est un échiquier qui vient de Varage. On a parlé de faïence toute cette semaine. Voilà, je vous ai trouvé un échiquier en faïence. Je trouvais ça assez original. Alors ici, moi j'ai envie de vous parler de cet atelier de calligraphie. Alors vous voyez ici de l'encre de chêne avec une très belle plume en bambou. Et puis cet atelier, vous pouvez acheter ce très beau livre de Bernard Van Mal qui s'occupe de cet atelier de calligraphie. Et à l'intérieur, on va essayer de l'ouvrir, pas sur la table des matières parce que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est tout beau, c'est une épure où on voit que le mot, l'écriture est mise en valeur et nous on adore ça, voilà, écrire c'est un vrai bonheur et c'est un art. Très joli. Absolument. C'est très raffiné. L'atelier de calligraphie. On a parlé bien sûr des tanneries de Barjol, ça c'est assez incontournable. Je vous ai trouvé des petites choses en cuir, alors regardez si c'est mignon. C'est une autre annonce que vous nous faites là? Non, je ne vais pas marier, j'attends pas de bébé. Non, je vous déçois beaucoup, je suis désolée. Ce sont des chaussures en cuir, voilà. On revient vers l'aspect traditionnel. C'est à fleur de peau qui vous propose cette sélection. C'est très joli. Moi je vais vous parler de bonne chair maintenant. Bah oui, parce que c'est l'hiver, on a besoin de reprendre des forces. Regardez ces tripettes de Barjol, les fameuses tripettes. Les fameuses. Demain, nous allons ouvrir la fête de la Saint-Marcel. Ben voilà, il faut pas passer à côté de ces tripettes de Barjol. Là, on a le gras double. Et ici, les tripes provençales. Oh, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Oui, on en a besoin. Il fait assez froid, là. On a besoin. Alors moi, je vous propose un petit peu de douceur pour commencer l'année. Avec des petits oursons. Et figurez-vous que chaque pièce... Alors attendez, parce que moi, on me dit quand j'ai un rendez-vous. Alors il est juste à côté, je vais rejoindre Audrey pour une visite, une petite balade. D'accord. Je vous laisse terminer. Tout de suite. Bon, il est terrible. Effectivement, donc un petit peu de douceur pour commencer l'année. Avec ces oursons, chaque modèle est unique. Et c'est Pomme d'Ours qui vous propose cette sélection. Voilà, donc si vous avez des envies, des projets, des passions, c'est très simple. Connectez-vous sur le site de l'émission 13hpaca.france3.fr et puis vous aurez peut-être le plaisir de nous rejoindre sur le plateau. Hervé, vous aviez un petit rendez-vous, je crois. Eh ben oui Nadia, j'ai rendez-vous à nouveau avec Audrey Allègre qui est guide conférencière et qui va tout nous dire sur cette très belle place qui est au cœur de la vie des Barjolais et des Barjolaises. On va parler aussi de cette fontaine, mais décrivez-nous d'abord la vie qui se passe ici, c'est important cette place. Alors on est sur la place de la Roguière, on est dans le centre-ville de Barjol et ça depuis le XVIIIe siècle. Parce qu'il faut imaginer qu'auparavant, sous nos pieds coulait une rivière, la rivière du Roubaud. Et au XVIIIe, on décide de la combler et d'en faire le centre d'activité artisanale. C'est-à-dire que le maréchal Ferrand s'était installé ici. Il y avait aussi les aires pour fouler le blé. Donc c'était vraiment, c'est au XVIIIe siècle que Barjol est sorti de ses remparts et s'est installé ici. Et se retrouver là pour la vie, la vie paysanne. Et puis au 19e, on a envie d'avoir une place d'apparat. Donc on plante des arbres, des ormeaux, des bancs. Et puis un peu plus tard,
fin 19e, on va y installer une fontaine, qui est la fontaine. Alors cette fameuse fontaine qui est étonnante, parce que mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette fontaine? C'est très beau, c'est charmant, on dirait qu'elle pleure comme ça. C'est vrai, c'est assez romantique. On a 2 fontaines de ce type sur Barjol. Il faut imaginer qu'auparavant, donc au début du XXe siècle, eh bien, on avait un conque, un coquillage, et à l'intérieur de ce coquillage, il y avait un jeune homme qui était langoureusement installé dans son coquillage. Ah mince, d'habitude c'est une nymphéa. Là, pour une fois que c'était un jeune homme, la nature l'a recouvert, l'a fait disparaître. Quel dommage. Mais vous pensez qu'il est encore dessous? Oui. Ah, oui, il est dessus. Il est toujours là, oui. Et pourquoi il y a eu cette couverture, cette mousse? Bah oui. Alors, il se passe un phénomène naturel. Ici, on a de l'eau de source à Barjol. Et ce qui se passe, donc l'eau s'est écoulée sur ce jeune homme. Et cette eau naturelle, avec un pH neutre, a déposé du sodium, en fait. Et c'est un procédé physico-chimique qui se passe. Cette eau, en fait, ça s'est transformé en mousse. Et avec le temps, ça forme de la pierre, ce qu'on appelle du tuf calcaire. C'est un phénomène qu'on appelle la travertinisation. On a ce tuf calcaire donc ici, mais on l'a de partout. La falaise de Barjol est en tuf calcaire. Et donc, ça a recouvert notre personnage. Alors, vous avez un autre site à nous faire découvrir? Tout à fait. On y va, on va parler des tanneries, je crois. Allez, c'est effet. parti, suivez-nous. On passe par là? Alors Audrey, vous nous parliez tout à l'heure d'une rivière qu'on a recouvert et puis qui a donné cette belle place qu'on a visitée. Cette rivière, elle est là, elle s'écoule ici. Voilà, on est vraiment là le long des berges du Roubaud, de cette rivière. Donc juste au-dessus de nous, il y a les anciennes canalisations qui datent du XVIIIe siècle, qui sont encore utilisées. Et puis c'est vrai, il y a quelques années, la municipalité a décidé de mettre en valeur ce Roubaud qui avait disparu du paysage barjolais et donc qui ont créé ces différents plateaux avec cette rivière qui s'écoule. Et puis un petit jardin autour avec un sentier de randonnée. Oui, c'est très agréable de venir se balader ici. On voit de très belles cascades. Alors, on voit aussi dans les images que nous fait notre très bon cadreur, vraiment il est excellent. On voit aussi que y a eu des événements climatiques assez violents, notamment des orages au mois de novembre. Et du coup, la rivière a été un peu polluée, un peu... a grossi. C'est vrai qu'on a de l'eau en abondance, mais en cas de forte pluie, ça peut être un problème, notamment au niveau de la salubrité de l'eau. C'est vrai que Barjol a eu des problèmes au mois de novembre. Ça fait partie des inconvénients. Des aléas. Voilà. Alors cette rivière, elle va rejoindre une autre rivière qui elle servait pour les tanneries. Voilà, elle rejoint la rivière du Fauvery et c'est le long du Fauvery que se sont installées au XIXe siècle les tanneries. Voilà, elles sont un peu cachées dans les arbres là-bas, ces tanneries. Dites-moi un petit secret, peut-être on vous l'a confié, mais ces tanneries à l'époque, les odeurs, les parfums, ça donnait quoi? Ça devait être très pollué aussi. C'était terrible, oui, c'était terrible. Alors l'eau était polluée, mais les Barjolais, c'est vrai que n'avaient pas vraiment d'eau polluée parce que l'eau du Fauvery s'écoulait vers l'Argent. Et eux profitaient de l'amont. Voilà, et c'était les villages qui étaient en contrebas de Barjol qui subissaient les pollutions barjolaises. Mais c'est vrai que par contre au niveau de l'odeur dans le village c'était terrible. Et après la fermeture des tanneries, l'odeur collait encore au mur du village pendant encore quelques mois on va dire. Ah bah justement ces tanneries, on va continuer à en parler dans notre émission aujourd'hui et toute la semaine. Nous on va continuer notre petite balade, ça vous va? Oui bien sûr. Allez Nadia, je vous retrouve tout à l'heure, c'est parti. Eh bien, en attendant, Hervé, moi je vous propose de découvrir la destination de la semaine prochaine. Le 13h avec vous sera à Antibes. Regardez cette carte postale signée Nathalie Ramirez. Non, Antibes n'a rien à envier à ses voisines de la Côte d'Azur. La deuxième ville des Alpes-Maritimes par sa population a de quoi séduire. Moins urbanisée, la belle cité entre mer et montagne a depuis toujours su attirer touristes et stars en tout genre. Fin des années 40, les personnalités viennent s'y afficher. Ici, Maurice Chevalier est en pleine séance d'autographes. Pablo Picasso, lui, se jette à l'eau devant les caméras. Quant à la reine-mère d'Italie, elle s'offre une partie de pêche, ou plutôt de cache-cache, avec les photographes. Antibes, Juan-les-Pins, son soleil, ses plages, son art de vivre en fait une destination résolument glamour. On y vient donc pour se montrer. Sur son yacht, s'il vous plaît, et de préférence amarré au quai des milliardaires. Ou alors, on peut aussi parader en toute simplicité. Gloire à la beauté, à l'élégance, nous sommes tout de même sur la Côte d'Azur. Mais bon, n'allez tout de même pas réduire Antibes à ce qui brille. Il y a ici bien d'autres trésors.
Il suffit de se perdre dans ces ruelles étroites, dans ces entrailles, jusqu'aux halles. C'est là que bat le cœur de la cité. Des battements qui s'accélèrent les jours de marché. On lève le panier un peu. Besoin d'air, il suffit de longer ces remparts. Quelques gouttes de sueur plus loin, vous pourrez apercevoir le Fort Carré, niché sur la presqu'île de Saint-Roch. Un édifice construit au XVIe siècle, achevé par un certain Vauban. Une histoire riche, source d'inspiration pour de nombreux artistes. Claude Monet, Nicolas de Staël ou encore Pablo Picasso se laisseront envoûter. Au point qu'Antibes possède aujourd'hui l'un des 3 musées Picasso du monde, installé là, derrière les murs du château Grimaldi. À l'intérieur, pas moins de 245 œuvres de l'artiste. Une vie culturelle agitée aussi par de nombreux festivals. Bref, Antibes n'a pas de quoi rougir. Été comme hiver, depuis toujours, elle brille. Et on ne pouvait pas se quitter sans parler de ce délice, Nadia. C'est la fameuse galette de la Saint-Marcel réalisée par la pâtisserie Naz, ici à Barjol. C'est une pâte légère et parfumée aux saveurs de Provence, accompagnée de ses pralines et recouverte d'une douceur de lavande. Ça donne envie, parce que j'ai mes antiches sèches là, juste. C'est pour ça. Bon. Voilà encore un des délices de Barjol. Vraiment, on s'est régalé à Barjol. Il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis toute cette semaine ici. Merci à tous les invités aussi. Ah ouais, ils ont été vraiment formidables. Merci à nos équipes techniques qui ont encore fait un travail formidable. Dans le froid. Oui, et un petit message un peu private à notre chargé de production, Wassim Assibi, qui nous a suivis depuis le début. Sur le Trésor avec vous. Ça a été une belle aventure avec lui. On l'embrasse très fort. Merci à vous tous. Merci et à la semaine prochaine. Mais oui, à Antibes. Sous le soleil d'Antibes. On goûte. Oh, on y va. On goûte avec vous. Allez, on y va. Un couteau. Un couteau, là, oui. Alors, venez tout le monde. Vous répétez Longtemps, on a regardé le Rhône, chacun à sa fenêtre ou sur sa berge, sans aller beaucoup plus loin. Mais le Rhône est aujourd'hui un grand convalescent, puisqu'il est quand même menacé par un certain nombre de pollutions. Il est menacé aussi par une absence de vision globale qui est intervenue plus récemment. Il a une fonction d'hydraulique, il a une fonction d'électricité. 20% de l'électricité hydraulique de la France provient du Rhône. Il a une fonction de navigation. Et puis il a une fonction d'alimentation en eau potable. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, puisque sur ce site, 160 000 habitants trouvent leur approvisionnement en eau potable dans la nappe alluviale du Rhône. Jean-Pierre Jousset a consacré toute sa vie d'ingénieur à l'environnement et plus particulièrement au domaine de l'eau. Dans ce monde où le lobbying est omniprésent, il est reconnu comme un expert pertinent qui ne craint pas d'afficher son indépendance. Aujourd'hui, près d'Avignon, sur l'île de la Barthelasse, Jean-Pierre Jousset nous fait partager son regard sur ce fleuve puissant qu'est le Rhône. Il commente l'étude de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse qui a mis en évidence la nécessité de protéger 44 zones stratégiques pour la production d'eau potable sur la nappe du Rhône. Une ressource fragile, un sujet hélas souvent absent des documents d'urbanisme. Nous sommes dans l'un des puits de captage du champ de la Barthelasse qui appartient au syndicat Rhône-Ventoux. Ce syndicat dessert plus de 40 communes et 160 000 habitants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette eau sort avec un niveau de qualité exceptionnel qui ne nécessite que des petits traitements. Aujourd'hui, on a très peu de traitements sur ces eaux. A priori, donc, Jean-Pierre, on pourrait penser qu'il n'y a pas le feu au fleuve. Alors, quelles sont les inquiétudes quand même? Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il faut prévenir plutôt que de développer des moyens de protection. Je pense que le Rhône n'est plus à domestiquer. Il l'est déjà. L'homme l'a déjà mis dans ses berges, l'a enfermé. Nous devons en priorité stopper les phénomènes de dégradation. Aujourd'hui, vous êtes autour d'un milieu d'une biodiversité exceptionnelle. Il faut savoir la préserver, il faut savoir la maintenir.